Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série sur TypeScript. Aujourd'hui, on va parler à nouveau des classes et plus précisément, on va s'attarder sur les classes abstraites. On va parler également des interfaces et on verra dans un dernier temps la composition. On va créer tout de suite une classe produit qui va permettre donc de modéliser des produits. Ici, on va avoir un constructeur avec différents paramètres. Donc le nom du produit qui va être une chaîne de caractères, la description qui va être également une chaîne de caractères, et le prix qui va être un nombre. Ensuite, eh bien, pour cette classe produit, on va avoir deux méthodes. La première va permettre de loguer les informations du produit. Ici, on va retourner void et on va faire un console log. On va loguer donc le nom du produit et également la description. Et ensuite, on va avoir une deuxième méthode qui va permettre de calculer le coût du produit avec la TVA. Ici, on va retourner un nombre, et donc on va retourner le prix du produit multiplié par le taux de la TVA. Donc voilà, on a notre classe produit qui est prête, et maintenant on va créer une deuxième classe qui va permettre cette fois-ci de modéliser des services. Pour les services, on va également avoir un constructeur avec à nouveau le nom du service, la description du service et le prix du service. On va avoir également une méthode pour loguer les informations du service, et on va avoir également une méthode pour calculer le coût du service avec la TVA. Sauf que dans le cas du service, le taux de TVA va être différent, il va passer à 20. Et donc on le voit tout de suite, on a un premier problème. Le problème, c'est que il y a beaucoup de code qui se répètent entre les deux classes. Nos deux classes produits et services, elles ont des similitudes. On le sait dans ce cas, eh bien, ce que l'on pourrait faire, c'est créer une classe parente dans laquelle on pourrait extraire donc tout le code commun entre ces deux classes, et ensuite, eh bien, faire hériter nos deux classes de cette classe parente. C'est ce que l'on va faire ici, on va créer une classe item qui pourrait représenter donc les items d'un panier par exemple. Et ici, on va venir mettre tout le code en commun entre nos deux classes produit et service, donc le constructeur et la méthode loginfo. Et ensuite ici, eh bien, on va faire en sorte que produit soit une sous-classe de item. Donc ici, au niveau du constructeur, on n'a plus besoin d'assigner directement la valeur des attributs. On va le faire par contre en utilisant super, qui va permettre d'invoquer le constructeur de la classe parente, ce constructeur ici. Et ici, on va passer simplement les paramètres. Et donc, comme on a déjà la méthode loginfo qui a été définie au niveau de la classe parente, on peut s'en débarrasser ici dans la classe enfant. Et on va faire la même chose pour service. On va étendre item. À nouveau ici, on n'a plus besoin d'assigner la valeur des attributs de la classe directement dans le constructeur comme ceci. Par contre, on va le faire par l'intermédiaire de super. Donc on va aller invoquer le constructeur de la classe parente. Alors ici, on a une erreur avec le point virgule. Et à nouveau, donc on peut se débarrasser de la méthode loginfo qui est commune à nos deux classes et qu'on est venu placer ici dans la classe parente. Déjà, on a réussi à éliminer pas mal de duplications au niveau du code. Tout ce qu'il y a vraiment en commun est venu se mettre ici dans la classe parente. Alors le problème qui se pose maintenant, c'est que, eh bien, on va pouvoir instancier des items. De la même manière que l'on peut créer des produits et des services, il est tout à fait possible de créer un item. On utilise le mot-clé new,
et on instancie donc la classe item. Et ici, il faudrait renseigner le nom, le nom de l'item, la description et un prix. Ce qui en soi ne fait pas véritablement sens, puisque en fait on a créé la classe item simplement pour mettre le code en commun entre nos deux classes produits et services, mais les items ne correspondent en soi à rien de concret dans notre application. C'est vraiment une classe dans laquelle on rassemble uniquement le code commun entre nos deux classes, mais dans notre application, on ne va pas utiliser d'objet item véritablement. Ça ne fait pas sens d'avoir ici un nom pour l'item, une description de l'item. Concrètement, dans notre application, on va avoir simplement des produits et des services avec un nom, une description et un prix, mais on ne va pas avoir véritablement d'item. Et donc pour éviter de pouvoir instancier des items, ici, on pourrait transformer cette classe item en une classe abstraite. Donc pour ça, on rajoute simplement le mot-clé abstract ici devant classe. Et donc en faisant ça, on convertit notre classe item en une classe abstraite. Tout de suite, on a une erreur ici au niveau de l'instanciation. TypeScript nous dit qu'on ne peut pas créer une instance d'une classe abstraite. Les classes abstraites, eh bien, comme le nom l'indique, vont être véritablement des schémas qui ne sont pas instanciables. C'est-à-dire un modèle d'attributs et de méthodes communes par rapport à plusieurs autres classes concrètes, mais la classe abstraite, elle, ne va pas être instanciable. Et donc ici, on a notre classe abstraite, et les deux classes produits et services, par contre, sont des classes concrètes, à partir desquelles on va vraiment pouvoir créer des objets. Alors, ce que l'on peut faire également, avec une classe abstraite, c'est créer des méthodes abstraites. Donc ici, on voit qu'on a toujours cette méthode qui est commune à nos deux classes concrètes, produits et services. Le problème, c'est que l'implémentation est différente à chaque fois. Donc on ne peut pas véritablement venir la mettre ici dans notre classe item, mais par contre on pourrait faire en sorte que, eh bien, toutes les sous-classes de item soient obligées d'avoir cette méthode qui permet de calculer le coût de la TVA. Donc pour ça, on pourrait déclarer la méthode abstraite, et ici on va reprendre la signature de la méthode. Vous le voyez dans ce cas, quand on a affaire à une méthode abstraite, on n'a pas besoin de fournir l'implémentation de la méthode. L'implémentation de la méthode va se faire au niveau des classes concrètes. Donc ici, produits et services. Par exemple, si on essaye de fournir une implémentation ici, on a une erreur tout de suite, et TypeScript normalement nous dit que cette classe est une classe abstraite et donc elle ne peut pas avoir d'implémentation ici au niveau de l'abstraction. L'implémentation de la méthode abstraite se fait au niveau des classes concrètes. L'intérêt d'avoir ça ici, eh bien, c'est de forcer toutes les sous-classes de item à avoir cette méthode. Donc si par exemple ici, au niveau de service, on retire l'implémentation de la méthode qui permet de calculer le coût de la TVA, tout de suite on a une erreur ici à ce niveau. Et TypeScript nous dit que la classe concrète service doit implémenter toutes les méthodes abstraites de la classe item. Dans nos deux classes concrètes, produit et service, on est obligé d'avoir cette méthode et de fournir une implémentation pour cette méthode avec exactement la même signature qu'ici, donc on doit forcément retourner un nom. Donc voilà pour l'intérêt des classes abstraites. Alors on le voit, on est vraiment ici dans une relation d'héritage. On a un couplage très fort entre nos deux classes concrètes, produits et services, et la classe abstraite item. On est dans une relation d'héritage pur. Dans certains scénarios, ça va pas forcément être optimal, puisque on est donc dans un cas de couplage fort. Alors par exemple, que se passe-t-il si on crée une classe user,
On va créer une classe user qui va avoir également un constructeur. Donc on va reprendre le constructeur ici. Et on va avoir également une méthode loginfo. On le voit dans ce cas, eh bien, notre classe user ressemble beaucoup aux classes produits et services. On a à peu près les mêmes attributs au niveau de la classe, donc toujours un nom pour l'utilisateur, la description de l'utilisateur. Alors ici, on n'aurait pas forcément de prix, mais peut-être plutôt, par exemple, une image. L'image de l'utilisateur, mais on a toujours cette méthode loginfo, et ici, à ce niveau, on log toujours le nom et la description, mais cette fois-ci de l'utilisateur. On le voit ici, on est un peu embêté puisque on va pas pouvoir véritablement étendre la classe item. Ça ne ferait pas vraiment sens puisque les utilisateurs en soi ne sont pas des items, et ils n'ont pas de méthode ici pour calculer le coût de la TVA. On a un attribut aussi également qui est différent. Donc ici, au lieu du prix, on a une image. En fait, la seule chose qu'on a en commun ici, c'est vraiment cette méthode loginfo. La solution pour ça, ça va être plutôt d'utiliser les interfaces. Avec les interfaces, on va être beaucoup plus souple qu'avec les classes abstraites. On l'a dit ici, avec la classe abstraite, on est vraiment dans une relation d'héritage pur. On a vraiment un couplage très fort entre la classe parente, item, et les deux classes concrètes, qui sont vraiment des dérivés de la classe item. Et le problème qui se pose ici avec notre classe user, c'est que, au final, notre classe user, elle est très différente des classes produits et services. Elle pourrait avoir ici tout un tas d'autres méthodes spécifiques vraiment pour les utilisateurs, mais elle a quand même un point commun avec ces deux autres classes. Le point commun, c'est cette fonctionnalité ici, loginfo. Toutes nos classes, que ce soit la classe produit, service ou user, ont cette fonctionnalité en commun qui est de pouvoir loguer des infos. Eh bien, ce que l'on pourrait faire, c'est créer une interface que l'on va appeler loggable. Et ici, on va mettre toutes les propriétés qui peuvent être loguées. Et on va avoir cette fonctionnalité loginfo. Donc, on va fournir la signature de la méthode. Et donc maintenant, ce que l'on peut faire avec cette interface, eh bien, c'est l'implémenter. Donc il faut vraiment voir les interfaces comme une sorte de contrat avec les classes. Donc ici, on a établi un contrat avec la classe user qui doit nécessairement implémenter l'interface loggable. Elle doit implémenter cette interface, c'est-à-dire qu'elle doit avoir ces deux propriétés obligatoirement et fournir une implémentation pour la méthode loginfo. Si on se débarrasse par exemple de la méthode loginfo ici, eh bien on a une erreur. TypeScript nous dit que la classe user n'implémente pas correctement l'interface loggable. Donc le contrat n'est pas respecté et on a une erreur. Il faut obligatoirement qu'il y ait une implémentation pour cette méthode. Pareil, si on se débarrasse ici d'un des attributs, à nouveau, on a une erreur. Et TypeScript nous dit essentiellement la même chose que on n'a pas respecté le contrat de l'interface. Et donc l'intérêt ici, eh bien, c'est que on va pouvoir appliquer ce contrat, donc cette interface, sur des classes qui sont très différentes, mais qui ont donc une fonctionnalité en commun. Alors généralement d'ailleurs, en anglais, lorsqu'on nomme une interface, eh bien on va ajouter ce suffixe able. Ici, dans ce cas, loggable, ça veut dire tout simplement qui peut être logué. Donc qui a la fonctionnalité pour loguer les infos. Et donc on pourrait implémenter également cette interface ici au niveau de la classe item. On implémente l'interface loggable. Et donc à nouveau, avec cette classe item, on a ce contrat qui fait que
la classe item est obligée d'avoir un nom, une description et surtout une implémentation pour la méthode loginfo. À nouveau, si on se débarrasse ici de la méthode, eh bien le contrat n'est pas respecté. Et donc l'intérêt de ces interfaces, on le voit, c'est qu'on va être beaucoup plus souple et on va juste pouvoir donc signaler à TypeScript ici que dans des classes très différentes, eh bien on peut avoir des fonctionnalités en commun. Alors pour ajouter encore ici une information par rapport aux interfaces, eh bien l'autre qualité des interfaces, c'est qu'on va pouvoir implémenter plusieurs interfaces. Ce que l'on ne peut pas faire avec l'extension des classes. Pour être un peu plus concret ici, vous voyez que la classe produit étend la classe item, la classe service étend la classe item, mais on ne pourrait pas étendre une autre classe. On a une relation d'héritage direct, mais on ne peut pas avoir de l'héritage multiple. Par contre, une classe va tout à fait pouvoir implémenter des interfaces différentes. Par exemple ici, on pourrait avoir une autre interface avec, par exemple, des coordonnées et une méthode map, comme ceci. Et on pourrait dire que notre classe user, eh bien, implémente également cette interface. Les users sont, entre guillemets, mappables, c'est-à-dire qu'on peut les mettre sur une map. Et donc ici, on est obligé de respecter ce contrat. On va avoir notre attribut que l'on va définir directement comme ceci. Et on va avoir également la méthode map. Et dans ce cas, on va juste loguer comme ceci. Tout ça pour dire que une classe peut implémenter plusieurs interfaces, donc elle peut avoir, entre guillemets, plusieurs contrats différents. On est à ce stade beaucoup plus souple avec les interfaces, donc ça va vraiment être une question de scénario. Quand on a vraiment un couplage fort entre les objets, il vaut mieux utiliser une classe abstraite. Et quand on a vraiment juste des fonctionnalités communes entre des classes, eh bien il va plutôt falloir utiliser les interfaces. Alors dernier niveau de souplesse, entre guillemets, eh bien on va maintenant pouvoir parler de la composition. Alors le problème qui se pose avec les interfaces, c'est que bien qu'elles soient plus souples que les classes abstraites, elles vont quand même créer un certain lien de dépendance. Par exemple, si on imagine que à l'avenir, on souhaite modifier notre fonctionnalité de log et que l'on souhaite également donc loguer par exemple la date. Dans ce cas, on rajoute un attribut dans l'interface et tout de suite on a un problème au niveau de la classe user et également au niveau de la classe item qui n'implémente plus correctement l'interface loggable. Donc on a une rupture de contrat et il faudrait modifier les deux classes item et user. On le voit, il y a une relation de dépendance forte entre la classe et l'interface. Alors pour éviter ce couplage, eh bien ce que l'on pourrait faire, c'est déléguer la fonctionnalité de log à un objet logger. Donc on pourrait créer des objets logger parfaitement indépendants des autres classes et utiliser ces objets logger dans les classes que l'on souhaite. On aurait un découplage total. La fonctionnalité de log serait rattachée à l'objet logger et ensuite, eh bien, n'importe quelle classe qui souhaite utiliser cet objet logger pourrait le faire. Alors c'est ce que l'on va faire ici, c'est le principe de la composition. Donc on va créer une classe SimpleLogger et ici on va avoir un constructeur. On va prendre les propriétés que l'on souhaite loguer. Donc dans ce cas, on va avoir affaire à un tableau qui va être soit des chaînes de caractères ou des nombres.
et on va avoir la fonctionnalité de log. On va mettre notre fonctionnalité de log qui va retourner void, et ici on va faire un console log. On va aller chercher les propriétés, et on va les joindre avec un tiret. On ne va plus utiliser notre interface loggable, donc on va se débarrasser de l'implémentation ici, et à la place, on va quand même implémenter la map, mais à la place de l'implémentation donc de la classe de l'interface loggable, donc on peut se débarrasser ici de loginfo, et bien ce que l'on va faire, c'est que ici on va créer un objet logger dans la classe user. Au niveau du type, ça va être simple logger. Ici on va créer un logger qui est parfaitement indépendant de la classe user. Ici on va passer donc les propriétés que l'on souhaite loguer, donc le nom, la description et l'image. Et on va pouvoir faire exactement la même chose pour la classe item. Au lieu d'implémenter l'interface loggable, on va se débarrasser de la fonctionnalité log ici à l'intérieur de la classe, mais par contre, on va créer un objet logger qui lui va avoir la fonctionnalité de log de manière parfaitement indépendante. Donc ici, on va plutôt rajouter la propriété qui concerne le prix. Et donc l'avantage ici, eh bien, c'est que la fonctionnalité de log n'est plus directement intégrée aux classes, mais elle est intégrée, elle est déléguée à un objet complètement indépendant, le logger. Donc maintenant, on peut tester cette fonctionnalité. Par exemple, ici, on va créer un nouvel utilisateur. Et donc ici, ce que l'on peut faire, c'est aller chercher le logger qui a sa fonctionnalité loginfo, comme ceci. On ouvre le terminal, on lance le script, et vous voyez que ça fonctionne. Et l'avantage ici, eh bien, c'est que on va pouvoir switcher très facilement de logger. Alors on pourrait créer un logger plus compliqué. Donc si à l'avenir, dans notre application, on souhaite modifier cette fonctionnalité, eh bien on crée un nouveau logger, on va l'appeler super logger, et dans ce cas, on va loguer également la date. On va rajouter les 2 points ici, on va créer une nouvelle date que l'on va mettre sous forme de chaîne de caractères comme ceci. Alors ce qu'on pourrait faire ici, c'est créer une interface pour nos objets logger, une interface logger avec juste la méthode loginfo, comme ceci. Alors il faudrait renseigner ici les propriétés que l'on souhaite loguer, comme ceci. Et donc on pourrait dire que superlogger implémente logger, et pareil pour l'autre logger. Donc on implémente cette interface, on est obligé d'avoir cette méthode loginfo. Et ici, eh bien, on va faire référence à l'interface. Pareil, ici, on va faire référence à l'interface. Et dans ce cas, eh bien, on pourrait switcher très facilement. Donc ici, on a un logger de type logger, et donc on pourrait passer, au lieu de simple logger, eh bien, on pourrait passer super logger, comme ceci. Alors, on va créer tout de suite un produit. Avec un prix. On va aller chercher le logger qui se trouve dans notre produit et qui a la fonctionnalité loginfo. On lance le script,
Et on voit que dans le cas du user, on est resté avec un logger, donc simple logger, et dans le cas du produit, on a utilisé le super logger avec la date. Donc vous voyez à quel point ici on est flexible au niveau de la fonctionnalité de log. La fonctionnalité de log dépend d'un objet complètement indépendant des classes qu'il utilise. La fonctionnalité a été déléguée à cet objet logger, et c'est là le principe de la composition. Alors le seul désavantage que l'on a ici, c'est que, eh bien, pour accéder à la fonctionnalité loginfo, on est obligé d'aller chercher d'abord l'objet logger. Alors il existe une solution par rapport à ça. Ce que l'on pourrait faire, c'est par exemple créer un getter. On va donner à ce getter le même nom que la méthode loginfo qui se trouve dans l'objet logger. Et ici, on va aller chercher donc le logger que l'on a créé dans notre classe user, et on va retourner la référence à la fonction loginfo du logger. Donc ici, on a un getter. Quand on va appeler ce getter, eh bien, on va retourner la référence à la fonction qui est donc attachée au logger. On peut utiliser le getter, getInfo, comme ceci, et invoquer la référence à la fonction. Donc loginfo, donc c'est le nom du getter. À ce stade, on récupère la référence à la fonction loginfo du logger, et on peut l'invoquer comme ceci. Et normalement, à ce stade, on devrait avoir une erreur. On lance le script, et on a bien effectivement une erreur. Alors si vous avez regardé la série sur JavaScript, vous savez probablement de quoi il s'agit. Le problème ici vient de la référence au mot-clé 10. On a affaire à une fonction standard, et lorsque l'on crée une fonction standard, eh bien le mot-clé 10 renvoie à l'objet qui invoque la fonction, donc l'objet qui se trouve à gauche du point. Ici, en l'occurrence, l'objet qui se trouve à gauche du point, c'est user1, et user1 n'a pas eh bien, cette props qui est un tableau. D'où l'erreur qui nous dit ici qu'il n'y a pas de propriété props sur user1, et donc ça renvoie une erreur. Alors, pour solutionner ce problème, on l'avait vu dans la série sur JavaScript, eh bien, on va pouvoir tout simplement transformer cette fonction standard en une fonction fléchée. Et donc dans ce cas, le mot-clé 10 fait référence au contexte de définition de la fonction, et plus particulièrement au contexte donc de la fonction parent, et donc le mot-clé 10 va faire référence ici au logger. Et on devrait éviter le problème. On relance le script, et dans ce cas, on voit que tout fonctionne. Donc ça nous permet d'appeler la méthode loginfo directement sans avoir à passer par l'objet logger intermédiaire. Donc voilà un petit tour d'horizon des possibilités avec les classes abstraites, les classes, les interfaces, et notamment la composition. Plus ça va, plus on est flexible. Avec les interfaces, on est plus flexible qu'avec les classes abstraites, et avec la composition, on est encore plus flexible qu'avec les interfaces. Alors l'idée, ça va être vraiment d'utiliser ces outils en fonction des scénarios, mais on voit ici toutes les possibilités que l'on a en TypeScript et que l'on n'avait pas forcément en JavaScript. Donc c'est une vidéo qui fait vraiment directement écho à une autre vidéo de la série sur JavaScript. On avait parlé de ces sujets dans une vidéo qui portait justement sur la différence entre l'héritage et la composition. Donc je vais remettre le lien vers cette vidéo qui est vraiment le complément par rapport à celle-ci, et qui permet de vraiment comprendre eh bien, quelle est la différence entre l'héritage et la composition, et pourquoi dans certains scénarios la composition va être beaucoup plus indiquée pour être flexible
Voilà, je vous suggère d'aller voir cette vidéo si vous en avez envie et on se retrouve très bientôt pour la suite de la série sur TypeScript.